Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à un thème assez original qui concerne la régulation des prix et la mobilisation des ressources internes dans les pays en développement, qui sont généralement deux dimensions des politiques budgétaires traitées séparément. Dans un contexte marqué aujourd'hui par la multiplication de récentes crises internationales, qu'elles soient sanitaires, financières, climatiques ou géopolitiques, la stabilité des prix, qui se traduit généralement dans beaucoup de pays en développement par une régulation de ces prix, est redevenue un enjeu central. Cependant, les tensions inflationnistes fragilisent la soutenabilité budgétaire de ces politiques. En même temps, la mobilisation des recettes internes, et notamment les recettes fiscales, est un axe, sinon l'axe principal d'un développement économique durable, en particulier depuis la troisième conférence internationale sur le financement du développement qui s'était tenue en 2015 à Addis Abeba. Avec à l'approche de la quatrième conférence internationale qui se tiendra cette année à Séville, il ne nous était pas apparu intéressant d'analyser la question de l'interaction entre les questions de régulation des prix et de mobilisation intérieure. Ces questions sont intéressantes non seulement séparément, mais également dans leur interaction. Je me réjouis donc que ce webinaire réunisse des acteurs africains avec les représentants du Congo avec la personne de M. Antoine Kodia, conseiller économique auprès du ministre des Finances, de M. Sikassas Esdras, directeur de la législation du ministère des Finances du Tchad. Nous aurons également un représentant, en l'occurrence M. Audas Kubwana de la direction d'Oxfam Afrique, ainsi que Mario Mansour, chef de division en politique fiscale du département des finances publiques du Fonds monétaire international, et de Delphine Pradi, économiste principale à la division des dépenses publiques du même Fonds monétaire international. Je vais laisser la parole à Clarisse Senaya, qui est la chef de bureau aide publique au développement de la Direction générale du Trésor, pour introduire ce webinaire. Clarisse, la parole est à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors merci Grégoire et merci à la Ferdi pour l'invitation à introduire ce webinaire sur une thématique cruciale et tout particulièrement en cette semaine où se tient le Financing for Development Forum à New York en amont de FFD4 comme l'a mentionné Grégoire. Donc, dans ce contexte, et plus largement d'ailleurs, je souhaite souligner la forte mobilisation de la France et de la Direction générale du Trésor pour soutenir le développement économique des pays en développement. Et d'ailleurs, le Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux qui s'est tenu le 4 avril dernier a rappelé l'importance pour la France de partenariats internationaux solides avec notamment l'objectif de contribuer à la stabilité des pays les plus vulnérables. Et de notre point de vue, à la Direction générale du Trésor, cette stabilité est nécessairement macroéconomique et budgétaire. Et c'est à ce titre que j'évoquerai dans cette introduction plus précisément notre soutien à la mobilisation des ressources intérieures publiques. En effet, la collecte des recettes fiscales et non fiscales et comme nous le savons tous ici, à la base du fonctionnement de tout État et donc de l'établissement de politiques publiques propices au développement. Dès lors, il apparaît essentiel de renforcer la mobilisation des ressources publiques au niveau national, mais aussi d'optimiser la gestion des dépenses publiques. On va en parler plus précisément au cours du webinaire. Mais je souhaiterais aussi dire que cette question, elle est encore plus forte quand on regarde l'écart entre le montant des flux d'aide publique au développement et le montant des besoins de financement pour atteindre les objectifs de développement durable. Et je vais y revenir plus précisément avec quelques chiffres dans quelques secondes.
Ce que je souhaiterais dire aussi, pour faire le lien avec la précédente conférence sur le financement du développement de 2015, c'est que dès ce plan d'action de 2015, la France a décidé de s'engager, donc de se doter d'une stratégie interministérielle et d'un plan de financement pour justement soutenir des actions d'assistance technique visant à accroître la mobilisation des ressources intérieures publiques, et en particulier en Afrique subsaharienne. Et ces financements, ils se traduisent par des actions d'assistance technique conduites à la fois sur le volet bilatéral par l'Agence française de développement et Expertise France, mais aussi au niveau multilatéral par le FMI, qu'on écoutera tout à l'heure, et aussi la Banque mondiale. Et pour FFD4, donc la quatrième conférence sur le financement du développement qui est prévue dans quelques semaines maintenant, quelques semaines, quelques mois à Séville, cette thématique de la mobilisation des ressources intérieures publiques est centrale. Et ça reste d'ailleurs le premier domaine d'action prioritaire du projet de document final qui est en discussion. Alors pour en revenir aux chiffres, pour en venir plutôt aux chiffres, je souhaite rappeler que selon les études du FMI, mais aussi de l'ONU, pour atteindre justement les objectifs de développement durable, les ODD, il a été estimé que les pays en développement ont besoin de 4 000 milliards de dollars, et ça dans un contexte global de baisse de l'aide publique au développement. Vous avez sans doute suivi la présentation par l'OCDE il y a 10 jours, le 16 avril dernier, des données préliminaires d'aide publique au développement sur les flux 2024. Eh bien, ce que l'OCDE nous dit, même s'il s'agit de données préliminaires, c'est que l'aide publique au développement des pays du comité d'aide au développement de l'OCDE s'est élevée pour 2024 à 212,1 milliards de dollars américains. Et donc, ça, on marque un recul de 7%, moins 7%, et c'est la première fois depuis 5 ans que ce recul est aussi important. Et les projections pour 2025 laissent entrevoir que ce mouvement de repli va se poursuivre et pourrait même s'amplifier. Et donc, dans ce contexte, seule une combinaison des sources de financement, peut permettre de répondre aux besoins. Et pour cela, sur le volet mobilisation des ressources intérieures publiques, les réformes à conduire par les gouvernements sont essentielles pour pouvoir justement mobiliser plus ces ressources, mais aussi, comme je le disais, mieux optimiser les dépenses publiques. Et donc, c'est tout l'objet de ce webinaire. Et s'agissant justement de cette thématique des subventions, de notre point de vue, et grâce aux interventions des représentants cités par Grégoire plus tôt, du Congo, du Tchad, du FMI, mais aussi la société civile à travers Oxfam, il sera, selon nous, intéressant et utile de comprendre les raisons pour lesquelles certaines réformes fonctionnent, d'autres moins, à travers les cas pratiques. Discuter aussi si dans certains cas, de manière transitoire, des subventions doivent être maintenues, comment gérer la transition justement, et puis d'identifier certaines recommandations pour justement les réformes à mettre en œuvre. Alors, je vous remercie pour votre attention et je souhaite que les débats soient riches et puissent constituer un support pour les réflexions en cours pour l'ensemble des acteurs impliqués sur cette thématique importante de la mobilisation des ressources intérieures publiques. Merci. Merci, Madame Senaya. Je vais passer la parole immédiatement à Monsieur Kubimana. J'avais oublié de préciser, donc ce webinaire est en deux langues, français et anglais, et vous avez le mode interprète si vous voulez basculer d'une langue à l'autre. Monsieur Kubimana, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Grégoire. I will be speaking, je vais parler en anglais. Voilà, je vais parler en anglais. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. I'm Odas Kubimana from Je Oxfam suis Africa. Audace Kubuimana de Oxfam I want to Afrique start by thanking et Ferdi j'aimerais for commencer involving en Oxfam remerciant le Ferdi Oxfam Afrique in this d'avoir very invité timely Oxfam conversation Afrique à cette conversation qui tombe on à price pic, regulation and domestic donc sur la subsidization. It's réglementation des really prix et la timely mobilisation des ressources intérieures. conversation, especially C'est une conversation when qui we tombe à all pic, comme je l'ai see dit,
parce que partout dans le monde, nous voyons les to difficultés auxquelles les finance, pays doivent faire especially face pour development, but financer also le développement social et projects. les projets sociaux. Therefore, in the Ainsi, current context, for dans ce example, where contexte Africa actuel, is really facing a lot l'Afrique of doit faire challenges, face à especially énormément de when défis, we look at the exploding inequality, the rising notamment poverty. l'inégalité, We also see la regressive pauvreté tax qui systems augmente across the continent. And we see also et international financial systems that are not fair. des systèmes We see financiers worsening internationaux currency qui sont exchange injustes. across the continent. We see Et nous growing voyons conflicts in a number des of countries. conflits qui augmentent dans plusieurs And pays, the rolling back of democracy ainsi in a number of countries. que So la all baisse de that la démocratie makes dans tous ces pays. this conversation Et cette quite timely, conversation est donc especially très when we importante, talk about less notamment than lorsqu'il 5 years s'agit, to the end lorsque nous of sommes à moins de we can all agree 5 ans that de la we fin are des far ODD. Nous sommes quite tous from. d'accord, je pense qu'il nous reste beaucoup But à faire. Oxfam, as far as Oxfam is Oxfam concerned, we are much more concerned about the widening inequality, s'inquiète beaucoup especially on the plus de continent. l'augmentation des And a few inégalités sur figures notre continent. will Alors, show that, quelques for chiffres. example, Africa's six richest men, they own more wealth than half of the current Donc, population les, combined. les Meanwhile, 6% les plus source of riches en poverty Afrique remaining possèdent plus de deeply richesses que entrenched. la And moitié de la if population. Et current ces trends inégalités, continue, it will take et si Africa ces nearly tendances 3 centuries continuent to eradicate extreme poverty pour mettre fin at à la pauvreté extrême ou pour atteindre $2.1 a day. donc à We talk about this 2,5 because dollars par jour. this Et je parle de inequality ceci parce que ces that is inégalités deepening qui is augmentent also sont aggravated by également a number of policies, aggravées par starting plusieurs from the politiques, tax, the fiscal policies that notamment we have des on the politiques continent. fiscales, For example, notamment lorsqu'on when we talk parle about subsidies, when we talk des about price regulation, subventions, de la réglementation des it prix. is most of the time policies that are Généralement, ce sont des much politiques more in favor of the qui already favorisent fortune, the wealth les plus people, aisés and not necessarily in favor of of the poor, and au therefore lieu most of those d'aider les plus policies vulnérables. Et we donc, have seen them avec ces contributing to politiques, further deepening inequality. contribuent à augmenter We say that les inégalités. the only way we can tackle inequality on the Lorsqu'on, continent is pour if we s'attaquer à come cette up with inégalité, il nous targeted faut measures, des mesures especially when ciblées, it comes to subsidies, for example, notamment that we come up with pour les targeted initiatives subventions. that will Il y a tackle, des initiatives will target ciblées the less fortunate. For example, pour aider les plus we've seen in a vulnérables. number of cases Nous avons vu dans plusieurs cas cash transfers really working des quite well transferts because d'argent qui they peuvent target bien exactly marcher parce those que who are the cela most cible needy, ceux qui en while ont le other plus subsidies besoin, measures alors que they end up d'autres mostly mesures benefiting those that are favorisent already surtout well off. les We plus will come back aisés. to that hopefully Et in the j'espère next que slide. nous y reviendrons. When, for example, when you look at the number Et par exemple, of lorsqu'on cash transfer regarde programs, les we programmes de see, for example, transfert in South d'argent Africa, we see in en Afrique Kenya, du Sud, we au have seen also in Kenya, Ethiopia, en number of Éthiopie, cash transfer programs that have et il y a really des programmes de transfert the d'argent poor from poverty qui and ont have déjà helped permis de to sortir des narrow personnes the de la gap pauvreté et à between the rich and the poor. And we diminuer believe those are, l'écart for entre les example, riches et the pauvres. one that Et pour nous, c'est prioritized la when it mesure comes qui doit recevoir la priorité to lorsqu'il s'agit tax expenditures. des dépenses These fiscales. vital social protection systems, Et les systèmes de they have protection to be sustainable. And sociale for that to doivent happen, être we also have to durables. Pour invest. cela, il When faut it comes to investir taxation and resource mobilization, we will et have to invest in utiliser what we call les waste politiques taxation. fiscales. And you will agree with me that Africa is one of the Parce que regions where l'Afrique est wealth une des is not taxed. régions où la Wealth is richesse n'est pas undertaxed. And taxée, there is ou little est room for African sous-taxée. countries to Et il y a très further peu increase de possibilités local pour les resource pays mobilization africains de through proper faire and plus pour adequate mobiliser les adequate ressources wealth internes taxation. And I hope we grâce à have la enough taxation time to de come la back to that. richesse. J'espère que nous pourrons y revenir I just ultérieurement. wanted to say those few Je words voulais because I think they are very critical dire ces quelques mots parce que je pense start que this c'est conversation critique to au strike début it de in cette that context conversation of a
dans continent un is contexte struggling with a number of où challenges, il y a un and continent where qui there is the lutte highest contre rate of ces inequality, difficultés et où il y a eu is les a plus is a hauts good taux room for d'inégalité, mais où il y a beaucoup de tackling some possibilités of those pour challenges faire through face à ces adequate difficultés, tax notamment des adequate wage systèmes taxation d'imposition that would really take suffisantes. proper and people saying that fiscal Pour reforms are avoir des counterproductive. réformes So fiscales centrées with those sur les remarks, I want populations to elles-mêmes. wish all of us a very Et je fruitful nous souhaite webinar. un webinaire très réussi. Merci beaucoup. Merci, merci Monsieur Mana. Je vais maintenant passer la parole aux représentants du Congo et du Tchad, en commençant par Monsieur Antoine Nkodia, donc conseiller du ministre des Finances du Congo. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais intervenir beaucoup plus au niveau des réalités nationales pour faire un peu le point des politiques de régulation des prix et des subventions qui sont pratiquées au Congo. Donc, je commencerai par dire que l'économie congolaise est très largement dépendante des évolutions du secteur des hydrocarbures. Donc, ce qui fait que les politiques de régulation des prix des carburants et des subventions constituent un volet important de la politique économique et sociale du gouvernement. Quelques chiffres pour illustrer cela. Les recettes pétrolières représentent plus de la moitié des recettes budgétaires totales, 51,2% en 2024, 57% en 2023 et 68% en 2022. Le montant de la dépense fiscale est passé de 1,4% du PIB en 2015 à 6,4% du PIB en 2023 avant de revenir à 3,6% du PIB en 2024. Et enfin, euh, avec un coût estimé à 4,5% du PIB en 2022 et 2,5% du PIB en 2023, les subventions à la consommation de carburant dépassent les dépenses publiques de santé qui sont de 2,3% du PIB et sont comparables aux dépenses d'éducation de l'ordre de 3,6% du PIB. Je dirais que c'est donc dans ce contexte et dans le cadre du programme économique et financier que le Congo a conclu avec le Fonds monétaire international que le gouvernement a entrepris à partir de 2022 une vaste réforme de libéralisation des prix des carburants avec une suppression graduelle des subventions aux entreprises publiques qui évoluent dans ce secteur, aussi bien en amont qu'en aval. Ainsi, les prix de l'essence et du gazole ont été augmentés de 5% en décembre 2022, puis de 25% en juillet 2023 pour le super. Par la suite, le prix du gazole a été augmenté de 25% en 2023. National et le fuel, en fait, là, c'est pour les avions, donc de 30%. Le prix du jet international a, quant à lui, il a été également libéralisé. Parallèlement à ces augmentations des prix du carburant, des mesures d'atténuation ont été prises afin de soutenir les secteurs, principalement c'est le secteur des transports, et les ménages confrontés aux effets secondaires de ce mouvement de hausse des prix et également pour faire face au niveau élevé des prix des produits alimentaires.
Il convient de noter que ces augmentations ont été décidées après les résultats d'une étude d'impact qui avait été demandée par le gouvernement. La baisse des prix internationaux des prix pétroliers qui est intervenue en 2023 et les augmentations successives des prix du carburant opérées ont contribué à contenir le coût des subventions. Cependant, ce coût reste élevé et restreint l'espace budgétaire pour le financement d'autres secteurs, tout en exposant le budget à une volatilité significative des prix internationaux du pétrole. Donc, à ce stade, par rapport à cette question, je vais m'arrêter là pour intervenir un peu plus tard. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nkonda. Je vais passer la parole maintenant au directeur de la législation et du contentieux du Togo, pardon, du Tchad, Monsieur Esdras. Bonjour à tout le monde. D'accord. Donc, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Et comme l'a bien décrit le collègue du Congo, il faut qu'on ressorte un peu les éléments du contexte pour le Tchad, pour rappeler que le Tchad et le Congo se trouvent dans la même zone et sont deux pays producteurs et exportateurs du pétrole. Donc, déjà au Tchad, à partir de 2015, avec le contexte international de chute de barils de pétrole, les finances publiques ont subi une très forte vulnérabilité, ce qui a amené le gouvernement à engager des réformes très, très importantes. Parce qu'entre-temps, aussi sur le plan fiscal, le taux de pression fiscale étant très faible à l'époque, en 2015, nous étions autour de 6,5% de taux de pression fiscale, ce qui explique que le niveau de prélèvement fiscal était très faible. Donc, le gouvernement a pris des mesures pour, en quelque sorte, mobiliser davantage les ressources hors pétrole. Parce qu'à ce moment-là, il faut se rendre compte que, comme le budget de l'État étant largement dépendant des ressources pétrolières, il fallait diversifier d'abord l'économie, la libéraliser. Deuxièmement, il faut maximiser les recettes hors pétrole pour permettre de remplir le gap causé par la chute de barils. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs mesures de politique fiscale qui ont été prises. D'abord, sur le plan de politique fiscale, il y a des mesures de soutien à l'économie dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du secteur privé, pour permettre un peu une éclosion du secteur privé qui puisse porter un peu la croissance. Maintenant, au niveau de la politique de l'administration fiscale, avec le soutien du FMI depuis 2018, le Tchad a eu deux plans de soutien du FMI de 2019 à 2022 et puis 2023 à 2025. Donc, largement, ces plans ont en tout cas soutenu les politiques d'élargissement de l'assiette pour essayer de réduire le gap fiscal qui existe dans plusieurs secteurs qui fait des niches. Ensuite, il y a un vaste mouvement de digitalisation de la DGI, allant de l'immatriculation jusqu'au recouvrement, qui a permis quand même d'améliorer les recettes. Il y a aussi la question de la TVA et la lutte contre la fraude. Donc voilà un peu en quelque sorte le contexte qui a fait que, en tout cas, l'obligation de mobiliser des recettes fiscales hors pétrole devient une très grande nécessité. Parmi ces mesures, comme vous l'avez vu dans le slide, il y a la question de la réduction des dépenses fiscales, hein, parce que comme vous savez que euh, la vulnérabilité qui est causée par la chute des recettes pétrolières oblige à prendre des mesures pour soutenir certaines couches. Et en temps, le gouvernement a décidé de soutenir beaucoup de secteurs, mais déjà, le plus gros lot de dépenses fiscales est porté par le secteur extractif. Donc, vous allez voir que la plupart des avantages fiscaux sont accordés dans le domaine des mines et du pétrole en général. Mais en dehors de ce secteur, comme la nouvelle logique du gouvernement est d'aller dans d'autres secteurs porteurs de l'économie, de la croissance, il fallait également apporter des avantages. Mais le deuxième volet, comme vous l'avez constaté dans le slide, est orienté vers les dépenses sociales, hein. L'appui aux couches vulnérables, les produits de première nécessité, l'appui, par exemple, aux organisations religieuses qui ont beaucoup d'ONG qui pullulent dans le pays à cause de la situation économique, ce qui a fait que le gouvernement a accordé beaucoup d'avantages.
Et dans le secteur également agro-pastoral, parce que vous savez que le Tchad est un pays à potentiel, un grand potentiel agro-agriculture et puis de l'élevage. Donc, pour encourager la population à beaucoup aller dans ce sens et puis les investisseurs à venir dans ce secteur, il y a plusieurs avantages également qui ont été accordés. Il en est de même du secteur de l'énergie, puisque le taux de pénétration en matière énergétique est très faible au Tchad jusqu'à ce jour. Il fallait en tout cas accorder des avantages dans ce secteur pour essayer d'augmenter en quelque sorte à un niveau très acceptable le niveau de couverture énergétique. Le domaine du transport également, le domaine du tourisme, puisque le Tchad est un pays également à potentiel touristique. Donc voilà, les secteurs en quelque sorte qui sont vraiment éligibles à ces dépenses fiscales-là. Et pour la référence dans ces secteurs, vous allez trouver que il y a quelques impôts qui sont retenus en termes de normes de référence. Le plus grand impôt qui est la TVA, alors que nous savons tous que la TVA est un impôt structurant, d'où son amélioration pouvait apporter beaucoup de recettes à l'État. Or, dans ces dépenses fiscales, vous allez trouver dans les chiffres que nous verrons après que la TVA représente l'essentiel de ces exonérations. Malgré que le gouvernement a pris des mesures, nous allons également voir ça tout à l'heure, pour réduire en quelque sorte à l'exonération de TVA. Vous avez également l'IS, l'impôt sur les sociétés, comme ce sont des investissements avec son acompte qui est l'impôt minimum forfaitaire. Vous avez également les charges patronales, hein. Quand on parle de TA ici, c'est la taxe d'apprentissage et la TF et la taxe forfaitaire. Ce sont des impôts qui sont liés aux charges patronales. En plus de ça, il y a d'autres prélèvements sur les impôts fonciers et autres pour encourager un peu l'investissement dans ce secteur-là. Maintenant, depuis que le gouvernement s'est rendu compte que, que la proportion des dépenses fiscales commence à inquiéter. Le collègue du Congo a parlé autour de 4 entre-temps et 7. Nous sommes à peu près 7% du PIB en termes de quantification des dépenses fiscales. Nous avions évalué, comme je vous le présenterai plus tard, jusqu'en 2022. Et ensuite, nous avons changé de référentiel. Donc, jusqu'en 2022, le pourcentage est avoisine les 7% du PIB, ce qui est quand même important, ce qui a obligé le gouvernement à prendre des mesures. Donc, au niveau du Code général des impôts, il y a un certain nombre de mesures. D'abord, depuis 2016, hein, par une note, un arrêté, il a été en tout cas décidé de rationaliser les dépenses fiscales pour les rendre en tout cas optimales. Donc, la première mesure, c'était d'abord de l'obligation. Parce qu'entre-temps, au Tchad, vous allez voir que n'importe quel ministère, hein, n'importe quelle structure peut décider, par exemple, d'accorder des avantages. Vous allez voir dans le domaine de l'aviation, dans le domaine des mines, certains domaines des transports, tout ça. Il y a des organismes comme ça, pêle-mêle, qui accordaient les exonérations sans l'avis du ministère en charge des Finances. Donc, la première mesure, c'était d'abord de canaliser les octrois d'exonération uniquement réservés au ministère en charge des Finances. Et la deuxième mesure la plus importante, comme on parlait de la TVA tout à l'heure, c'est d'exclure d'abord les impôts comme la TVA, les impôts, le redevable légal ne pourrait que collecter, les exclure du champ des dépenses fiscales, ce qui a conduit à ce qu'on ne retienne pas la TVA et les impôts retenus à la source. Maintenant, pour accorder ces dépenses, il faut justifier que ces projets sont vraiment des projets d'investissement avec potentiel de création d'emplois. Et ensuite, on donnait des attestations d'exonération. Maintenant, pour les reconduire, il faut s'assurer que l'entreprise a vraiment respecté les cahiers des charges, et ainsi de suite. Et puis, la quantification même de ces mesures, dès lors que vous décidez, en tout cas, de demander, on vous exige de prouver que le bien en question ou bien le service en question est éligible et que c'est quantifié, parce que c'est une des recommandations, des exigences communautaires pour que la quantification, l'évaluation des dépenses fiscales accompagne les textes budgétaires qui vont au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, en termes d'évaluation, comme je voulais souligner, les évaluations portées sur les exercices 2020, 2021 et 2022. Et nous verrons tout à l'heure les résultats, hein, dans le prochain slide, les résultats de ces évaluations-là. Donc, pour l'exercice 2020, par exemple, vous allez remarquer qu'on a pris un échantillon de 22 documents qui contiennent essentiellement des mesures de dépenses fiscales. Et parmi ces 22, vous avez 14 sociétés pétrolières, hein, qui bénéficient de conventions
Là, l'évaluation n'a pas eu lieu parce que d'abord, les années accordées à ces entreprises sont plus longues. Vous allez trouver des conventions qui vont jusqu'à 20, 25 ans. Alors, s'il faut prendre tous ces exercices avec les documents qui vont avec et évaluer, c'est un peu difficile. Ce qui a fait que l'évaluation a porté plutôt sur les entreprises industrielles. Et là, vous avez vu, en 2020, par exemple, la TVA a représenté quasiment 56% en tout cas, en termes de dépenses fiscales, ce qui est quand même important par rapport aux autres impôts qui sont moindres. Donc, l'objectif pour le gouvernement, c'est de réduire suffisamment, en tout cas, et d'exclure même, comme on l'a vu dans le poste, ces mesures-là. Et là, c'est la même chose en 2021. Vous avez vu que les sociétés pétrolières n'ont pas été évaluées parce que la durée de l'exonération est plus longue. Donc, on s'est attelé sur les autres. Là, en 2021, par exemple, vous avez vu que la TVA, elle, représentait quasiment 63%, qui est encore une augmentation par rapport à l'année 2020. En 2022, 5 sociétés, puisqu'il y a d'autres sociétés qui ont quitté, des sociétés pétrolières qui ont quitté le Tchad, et il n'en reste pas beaucoup. Donc, les conventions également sont réduites. Là, vous avez vu qu'en 2022, la TVA représentait quasiment 74%. Donc, l'effort du gouvernement, c'est d'arriver à réduire ces situations pour permettre à ce que les dépenses fiscales, leur réduction libère de l'espace pour mobiliser suffisamment de recettes. Donc, en termes de conclusion, le premier axe, c'est d'abord la diversification de l'économie, hein, en soutenant le secteur industriel, le secteur de l'énergie, et le soutien aux ménages qui restent toujours là, aux couches vulnérables, soutenir également le pouvoir d'achat. Mais il y a beaucoup d'efforts quand même en termes de rationalisation. Depuis 2016, c'est contenu dans la loi de finances et ça fait, sur le plan administratif également, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour contrôler ça et des mesures d'évaluation que nous avons vues de 2020 à 2022. Maintenant, pour le secteur pétrolier extractif, le gouvernement a décidé de mettre un nouveau référentiel d'évaluation, comme c'est un secteur spécifique, avec un référentiel adapté pour essayer de mieux quantifier les pertes en termes de TVA dans ce secteur-là, avec le nouveau code pétrolier qui est en préparation. Et puis, la Banque mondiale également a décidé de soutenir le Tchad dans ce sens. En mettant en place un projet pour définir un nouveau référentiel en termes d'évaluation des dépenses fiscales dans le secteur extractif. Donc voilà un peu comment se présente aujourd'hui la situation, en tout cas le contexte économique d'abord, comment on a évolué pour élargir l'assiette, mobiliser plus de recettes avec l'appui du FMI, et comment le gouvernement lui-même prend des mesures pour essayer de rationaliser davantage les dépenses fiscales, pour essayer de libérer d'espace pour mieux mobiliser les recettes fiscales. Donc, je vous remercie et nous reviendrons beaucoup plus après dans les débats sur certains points spécifiques qui pourront en tout cas nous intéresser. Merci. Merci, Monsieur Esdras. Donc, nous avons vu les questions de dépenses directes et de subventions, notamment aux produits pétroliers en Congo, et de dépenses fiscales, qui sont des mesures de soutien indirect, dans le cas du Tchad. Maintenant, je vais me retourner vers le Fonds monétaire avec Mario Mansour pour discuter des conditions, notamment pour des réformes fiscales ou autres, qui soient efficaces. Et ensuite, je passerai la parole à Delphine. Mario, la parole est à toi. Merci Grégoire. Et bonjour à tous. Toujours un plaisir de faire partie des événements de la FERDI, surtout sur ce sujet qui est très important par sa taille. Alors, il y a beaucoup d'estimés sur le coût des subventions, principalement les subventions énergétiques, un peu moins les subventions pour les denrées alimentaires, mais aussi des subventions pour la pension, par exemple, hein, les régimes de pension. Les chiffres sont un peu éparpillés, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, les subventions directes explicites à l'énergie sont évaluées par le Fonds monétaire à environ 1,5% du PIB. Si on compte les subventions implicites, c'est-à-dire la tarification au-dessous d'un prix qui reflète le dommage à l'environnement, là, on parle de plusieurs fois ce chiffre. Donc, les montants sont très, très, très importants.
d'où euh, l'intérêt du sujet. Euh, mais les montants ne sont pas la seule chose qui est importante dans ce sujet-là. Il y a aussi le nombre et les effets sur la croissance économique. Alors souvent, les subventions ont bien sûr des effets directs sur les prix à la consommation, mais il y a aussi des effets sur les prix des inputs et les décisions de production. Ces effets sont un peu moins compris, je crois. Il y a moins d'études sur ces effets. Euh, Juste pour vous donner quelques exemples, quand quand les produits subventionnés servent comme un input, surtout quand on parle de produits énergétiques ou de produits d'alimentation de base, c'est toute la chaîne de production pour quasiment toutes les consommations ménagères qui est affectée. Et donc, les décisions de production, les technologies, les incitations à l'innovation, à la réduction des coûts, à l'efficience sont aussi affectées. Et ça a évidemment des conséquences à la croissance. Ces coûts ne sont pas toujours reflétés dans les estimés que j'ai mentionnés sur sur les biens subventionnés. L'autre complexité qu'on explique rarement, c'est aussi l'interaction avec le reste de la fiscalité. Donc, par exemple, quand on a un produit subventionné, comme disons la farine, bah, l'interaction avec le reste de la fiscalité, c'est quasiment total, hein. Donc, les coûts des produits pour, par exemple, l'impôt sur les bénéfices est affecté. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Est-ce qu'on estime le coût pour la déduction de l'input avec une formule différente des coûts pour le produit subventionné? Donc, ça crée énormément de complexité indirecte pour le système fiscal dans sa globalité. Il y a aussi le traitement de la TVA ou des accises qui peut aussi qui peut jouer. Et donc, ça crée des complexités énormes dans le régime fiscal, euh, dans sa globalité. Euh, quel autre, euh, quel autre? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que pour comprendre un peu les conditions de réforme ou des conséquences des subventions, il faut faire ce travail. Il faut expliquer aux citoyens ce que ça veut dire, en fait, subventionner certains produits. Euh, bon, si je passe après rapidement pour cette première intervention sur les sentiments ou plutôt la perception des subventions. Donc souvent, ce qu'on observe, et il y a le chapitre 2 du moniteur budgétaire du FMI qui vient de sortir il y a, je crois, 2 semaines, qui contient une analyse très, très intéressante de ces sentiments. Donc souvent, ce qu'on observe, c'est que le coût euh, des subventions, donc si on enlève une subvention, les coûts pour la population sont toujours perçus comme étant visibles, même si en fait les prix ne s'ajustent pas totalement par le retrait de la subvention. Euh, et donc ce coût-là est très visible et il y a une certaine, comment je dirais, un certain sentiment négatif à éliminer les subventions. Par contre, les bénéfices sont un peu diffus et dans le temps. Donc, les bénéfices vont être réalisés une fois que les subventions éliminées, en fait, prennent leur effet total dans la chaîne de production et de consommation. Et donc, cette asymétrie dans le temps, ce gap, en fait, crée énormément de difficultés pour les gouvernements. Et comment traiter avec ces difficultés? Ben, c'est justement en expliquant qu'est-ce qui va arriver entre le moment de l'élimination d'une subvention et comment les bénéfices vont être réalisés dans le temps. Donc, cette étude, le chapitre 2, en fait, ce qui est un peu intéressant, c'est que
même si le coût est un facteur commun, même s'il y a énormément de choses qu'on observe, qui sont communes à travers les pays, la solution est spécifique au pays. Il n'y a pas vraiment de, comment je dirais, une règle d'or qui dit voilà comment éliminer les subventions. Et je crois qu'on va parler un petit peu d'exemples tout à l'heure. Et ce que ces exemples-là montrent, c'est qu'effectivement, en fait, des pays gèrent l'élimination des subventions de façon très différente, selon leurs conditions macroéconomiques, leurs conditions sociales, l'existence ou non de crises euh, qui, euh, qui posent vraiment des conditions nécessaires et difficiles pour éliminer ou au moins réduire des subventions. Et j'en passe à d'autres exemples euh, aussi. Donc, Grégoire, je vais m'arrêter pour l'instant à ces commentaires très, très généraux et on parlera peut-être de choses spécifiques un peu plus tard. Merci. C'était très clair. Merci Mario. Je vais passer la parole à Delphine, donc aussi du FMI, mais du côté dépenses maintenant. Merci beaucoup. Normalement, la présentation courte va s'afficher. Merci Maëlys. Vous pouvez passer directement à la deuxième slide. Donc, je vais répéter. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Je pense que c'est vraiment très, très utile d'avoir les deux faces d'une même pièce, dépenses et recettes qui s'expriment un peu en même temps et qui sont incarnées très, très fortement par le contrôle de prix de certaines soit denrées, soit biens de ce qu'on appelle première nécessité. Vraiment, le contrôle des prix, c'est une même pièce et c'est parce qu'on a des objectifs de politique de dépenses. Les deux représentants de la République du Congo et du Tchad, ils sont revenus en disant nous avons des objectifs soit de politique industrielle, soit de politique sociale, et nous trouvons des façons de les mettre en œuvre. Et ces façons de les mettre en œuvre, au Congo, on en a parlé, c'était des subventions aux produits pétroliers. Au Tchad, c'était un certain nombre d'exemptions sur la fiscalité. Mais c'est finalement des instruments au service d'une politique de dépense dont il n'est pas question ici de remettre en cause la légitimité. Et pour ça, on a aussi discuté avec Oxfam de la légitimité de la lutte contre les inégalités ou de la lutte contre la pauvreté et du service aux plus vulnérables. Je vais passer très vite sur cette slide parce que finalement, Mario Mansour l'a déjà mentionné et ça me rassure vous pouvez revenir quand même, Maëlys. Ça me rassure quand même qu'on ait les mêmes messages. Donc effectivement, une estimation de la subvention, du coût budgétaire de la subvention au carburant qui s'élève à 1,5% du PIB dans les économies émergentes. Ça peut paraître pas grand-chose au regard de dépenses de retraite dans des pays avancés. Enfin, 1,5% du PIB, je remets aussi dans le contexte des pays émergents, c'est en général beaucoup plus que toute l'assistance sociale réunie, qui a beaucoup de mal à atteindre un seul point de PIB dans la plupart des économies émergentes. C'est en général au moins la moitié, si ce n'est plus, des dépenses liées à l'éducation. Donc comme quoi, on met quand même sur la consommation finale de carburant un poids budgétaire très important. J'ai juste mentionné les subventions à l'électricité, puisqu'on n'en a pas parlé, mais quand même, qui sont substantielles. Et quand on va dans les pays et qu'on les estime, on arrive souvent à des estimés qui sont 4 à 5 fois plus importants comme dépenses budgétaires que les dépenses sur les carburants. Donc comme quoi, le contrôle des prix sur ces biens-là est vraiment une dépense très très importante dans les pays émergentes. Et je ne reviens pas sur l'ensemble des distorsions qui sont provoquées par ces contrôles de prix. Mario les a déjà mentionnés. Donc on peut passer à la slide suivante. Parce que ce qui est intéressant quand on se met au service des États qui ont ce genre de politique publique et qui sont tout à fait au courant du nombre de distorsions qu'elles entraînent, c'est
d'abord, pourquoi elles sont là et comment on peut faire pour les aider à finalement bifurquer et mettre en œuvre d'autres politiques qui servent les objectifs de politique publique. Donc, on l'a mentionné, lutte contre les inégalités, efficience économique et lutte contre la pauvreté. Ben, souvent, ces contrôles de prix, ils sont là parce qu'on n'a pas d'alternative pour mieux servir, par exemple, les populations et ou les secteurs qu'on aimerait bien soutenir parce que voilà, ça fait partie de la politique publique que les gouvernements en place souhaitent mettre en œuvre. Je voulais mentionner ce petit triptyque qui est extrêmement important à chaque fois qu'on veut essayer de soutenir des populations, mais ça peut être aussi des secteurs économiques ou des tailles d'entreprises, des très petites et moyennes entreprises qui font le tissu économique de bien des économies informelles. Mais pour ça, les gouvernements, ils ont besoin d'une infrastructure spécifique. Et cette infrastructure, elle repose sur 3 piliers. Un pilier d'identification. Il est extrêmement important de connaître sa population et de connaître ses secteurs pour pouvoir les aider. S'il n'y a pas ce système d'identification en place, c'est très compliqué ensuite d'envoyer des soutiens et d'envoyer de l'argent à des gens qu'on ne connaît pas. Ensuite, on peut vouloir cibler. C'est exactement l'exemple qu'a donné le directeur de la législation au Tchad. Il y a certains secteurs qu'on a envie de cibler, puis il y a certains secteurs qu'on a envie d'exclure du soutien du gouvernement. Bah, pour ça, il faut des moyens de classer et trier les populations et ou les secteurs. En général, une façon de faire, c'est pour les entreprises le chiffre d'affaires, pour les populations, les foyers, les ménages, les familles, c'est le niveau de ressources. Si on n'a pas d'informations là-dessus, c'est très compliqué de cibler. Or, les gouvernements le savent bien, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent à mettre, et l'argent qu'ils mettent, ils veulent qu'il soit le plus efficace possible. Donc pour ça, il faut cibler. Et ensuite, évidemment, il faut une infrastructure physique qui puisse, ou dématérialisée, mais en tout cas une infrastructure opérationnelle, qui puisse simplement permettre au gouvernement d'envoyer des soutiens. Faute de ça, souvent, les contrôles par les prix sont le second best, vraiment l'alternative à ceux-là. Donc, on peut passer à la dernière slide. Donc, voilà, on le voit, les contrôles de prix sont vraiment une alternative second best des gouvernements. Les gouvernements sont conscients des distorsions. Maintenant, comment on en sort? Mario Mansour a commencé à l'évoquer, et c'est effectivement dans le chapitre 2 du Fiscal Monitor qui est sorti la semaine dernière. Je vous invite à le consulter et c'est à la fin de cette présentation que vous trouverez un lien. D'abord, ce qu'on voit, c'est que les réformes, elles doivent être graduelles. On ne peut pas faire la révolution ou le grand soir des contrôles de prix d'un matin à l'autre, sauf, et on a entendu avec l'exemple du Congo, quand on y est acculé, mais quand on y est acculé, ça fait mal, donc ça veut dire qu'on est obligé de faire des augmentations de prix qui sont substantielles, on en a parlé, 30% du jour au lendemain, c'est quand même pas négligeable, et ça a un impact direct dans les poches des consommateurs. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt anticiper la réforme et la planifier de façon graduelle. Et ensuite, tant qu'on a des contrôles de prix, ce qui est important, c'est de faire ces contrôles de prix selon un certain nombre de principes clés. Je vais en donner 3 ici et on pourra y revenir dans une séance de questions sans aucun problème. Le premier principe, c'est une question de transparence. C'est quelque chose qu'on voit relativement peu lorsque ces contrôles de prix sont mis en place. C'est qu'ils sont en général très peu accompagnés d'une transparence sur ce qu'ils sont exactement, sur ce qu'ils ont comme effet et sur leur durée de vie. Et pour nous, c'est extrêmement important que les gouvernements soient transparents sur ces contrôles de prix. Un autre principe clé, c'est la simplicité. Quand on contrôle les prix, on le fait de façon simple et on ne module pas l'ensemble des paramètres qui composent le prix d'un bien de façon totalement discrétionnaire. Sinon, on n'y voit plus rien. Et puis surtout, ça donne des opportunités de recherche de rente par des parties prenantes qui peuvent se dire, moi, je vais essayer de jouer. Et enfin, ce qui est important, c'est la cohérence.
de ces contrôles de prix. Et un de ces éléments de cohérence, c'est que les prix de l'énergie, les prix des produits pétroliers en particulier, comme les prix des produits alimentaires, en général, ont une volatilité sur des marchés internationaux. On comprend que les gouvernements veulent partager et prendre en charge une partie de cette volatilité pour assurer les consommateurs d'une moindre volatilité. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que ces prix, quand même, varient et ne restent pas fixés pendant des mois, voire des années, ce qui reste le cas quand même dans un certain nombre de pays émergents. Je m'arrête là et puis on pourra évidemment discuter plus avant des modalités opérationnelles de réforme de ces contrôles de prix. Merci. Merci Delphine. Je me retourne maintenant vers Monsieur Kubuimana pour les questions d'équité ou d'inéquité des dépenses et des subventions, plus spécifiquement. I see, Gregor. Thanks to the colleagues. Merci, chers collègues. Subsidies, Les subventions, we see most of our subsidies practices as unfair, and for généralement, one les simple reason subventions sont that inéquitables, tout they simplement parce que further deepen the already cela deep augmente inequality that we see l'inégalité across different existante que countries. nous voyons dans ces And pays. therefore, at Oxfam, Ainsi, for example, chez we don't Oxfam, advocate for example, regulating consumer prices for par commodities such exemple, as nous ne plaidoyons pas energy pour une or food, régulation des prix de because then l'énergie ou subsidies are tended to de otherwise design to l'alimentation, benefit, as I said, the parce que les rich, subventions low généralement connected, less bénéficient aux plus people, riches or simply at the detriment of the majority poor. ou ont un And effet we néfaste see sur it la repeated majorité. across Et nous le voyons where subsidies are not là necessarily où les translating into subventions ne se traduisent pas positive de manière outcomes for the poor, positive but pour les plus rather vulnérables benefiting those that are actually et in généralement business. sont au We bénéfice de ceux qui basically sont déjà en instead affaires. encourage that Donc, à la countries place, nous provide safety encourageons nets les to protect pays the à most fournir des vulnerable filets and sociaux marginalized pour protéger les plus vulnérables et marginalisés. population. Because as I've been saying, current subsidy regimes, they Parce often que dans les disproportionate régimes benefit wealthier existants, individuals and corporations c'est rather les than corporations et les communities individus les who plus are really aisés the qui most tirent needy. bénéfice. In many African countries, Dans beaucoup de pays de subsidies on l'Afrique, fuel, energy, or agricultural les inputs, they subventions are benefiting high-income groups, bénéficient rich aux groupes businesses, des simply because they personnes les consume plus more. aisés parce que ce sont des So, groupes qui consomment le at plus. rural, low income and marginalized communities Alors que receive les as communautés much rurales smaller share of the benefits. touchent beaucoup moins de ces So these, bénéfices parce qu'elles consomment on the moins. other hand, these subsidies, they drain D'un public autre resources côté, that could have ces otherwise been used to subventions invest in essential utilisent services les like fonds publics education, qui auraient pu être healthcare, utilisés pour les or services social sociaux tels protection. que la And that protection could sociale, then l'éducation, deepen les soins de further santé. the same Et inequality cela I've been talking about. augmente encore les Um, inégalités dont j'ai we parlé. also think that Nous pensons également there could be some ways qu'il of pourrait y improving avoir these des practices. façons And d'améliorer I les think as pratiques. Delphine was talking about, one Comme way Delphine we l'a could dit, improve une manière on Southeast practices is to make them d'améliorer les targeted, pratiques, c'est de les especially in cibler a les way that they can subventions tackle and pour reach the most que vulnerable. cela serve aux plus vulnérables. Reform to be designed in a way Pour that qu'une protects the réforme vulnerable, protège les plus vulnérables, there should be that intention. It should be intentional, il either doit y by avoir cette governments but also other intention actors de la part des that gouvernements et les autres parties reforms prenantes. are coming Ils up, doivent bring faire en about sorte que les réformes bring about some of these practices that, for example, mettent en œuvre des targeting pratiques poor people, as mentioned qui in the beginning. et For example, ciblent les we've plus seen vulnérables. Nous practices avons like vu, par exemple, cash transfers being really les quite transferts d'argent effective in qui that peuvent être très they efficaces support the most vulnerable, et soutiennent les plus and vulnérables we've also seen that they support the most vulnerable, and they can be funded. They can be funded et through peuvent proper être taxation financés of the par wealthy, la and taxation that des is really riches. what we Et promote. c'est We ce also que believe nous that reform promotons. processes
Et vous avez dit, oui, que ces activités doivent consulted être in defining the transparentes et relevant les policy, communautés doivent être ensuring that decisions are consultées pour grounded in the s'assurer experience of the most needy. que cela Consistent répond estimate bien aux besoins des plus demands vulnérables. addressing what we call systemic Il privilege. faut également mettre Exempt fin à des exemptions privilèges coincide systémiques. Les réformes with doivent progressive measures, such as increasing tax être on wealth. accompagnées de This is really mesures the center of our progressives telles message. que la taxation des plus riches Decreasing tax on wealth, on luxury goods and high corporate sur les profits, biens de ensuring that the luxe better off et contribute les their bénéfices fair share. d'entreprise I think there pour it que has also been chacun mentioned that it is very contribue. important that this Il est whole très process is important sequenced. And for qu'il us, the y ait challenge un will be that séquencement. government first to Donc, il faut implement and expand d'abord social safety nets before que le implementing some gouvernement reforms to avoid worsening finance hardship or fueling la protection sociale social unrest and injustice. pour éviter les soulèvements I just sociaux, wanted pour to éviter take les the figures injustices. just J'aimerais to parler de clarify quelques why we chiffres really insist on reforms pour dire and policies pourquoi that nous, can tackle inequality. nous Because we insistons believe that sur les only politiques reforms qui that invest in adequate tax of peuvent the faire high net diminuer wealth les individuals inégalités. Donc, il faut would cibler be the most les fair, individus les plus riches. C'est ça le especially in the système le plus context of juste, Africa. Because when we look surtout at en Africa, Afrique. Parce que lorsqu'on regarde Africa is l'Afrique, one of the most unequal continents where six rich people, all of il them y a men, have more wealth than où, half of the où il y a region, 6 hommes riches 700 qui ont million plus people d'argent combined. que 700 millions That de personnes. those 1% Donc, c'est le of the six 1%. richest people, Donc, les 6 personnes les plus riches they own more than what sont 7 million propriétaires people, African people, own de, combined. And half of the enfin, en 50 plus de most richesses que unequal 700 countries millions de worldwide, personnes. they are in Africa. That's why we are Et c'est saying that pourquoi any tax policies, any fiscal toute reforms should politique be would be only effective fiscale if et we tackle toute these réforme ne issues. peut être Also, juste see, for que example, si that elle vise à since taxer les plus 2020, the riches. average income of the richest Le 1% revenu des has 1% les increased plus riches a 2.5 augmenté times de faster deux than that fois, of the deux poorest et demi 50%. fois plus vite que And this les is all because 50% les of plus the pauvres. Et ça, c'est à cause fiscal policies that are des not politiques people-centered. fiscales, And that's why we selon believe l'opinion only that populaire. Et donc, pour nous, il faut fiscal reforms des should be only réformes those that justes are people-centered. et We doivent also être see and centrées presented sur in the les data is personnes. that Africa dollar millionaire accounting for 0.02% of the population own Les nearly millionnaires en 50 Afrique sont billion in wealth, while the poorest 0,02% de la 20 own population. less Et than pourquoi est-ce que 1%. les politiques visent ces personnes-là? Another last figure I want to share here is that Et un dernier in chiffre, Africa, men en own Afrique, three les times hommes more wealth than women, ont 3 fois plus right de from that richesses que mother's les milk, femmes and 2 times higher than the et deux fois population. plus So que in short, to les answer to the question populations about whether les plus the âgées. subsidies are fair or not, we Donc, pour believe savoir si les subventions sont current justes ou subsidy pas, practices are not fair because they les pratiques further actuelles ne deepen sont pas this inequality that I équitables just described parce here. qu'elles augmentent les And we believe inégalités. that Et nous they can pensons be made fair que by ces subventions peuvent être especially rendues being plus people-centered, justes si especially elles being sont centrées regional sur les as when it personnes comes to tackling the needs et of the si elles most sont vulnerable. régionales et s'attaquent aux And besoins des plus examples are, for vulnérables example, some transfer programs grâce à des programmes de that we've seen transfert d'argent in a number of notamment countries. que nous avons vus And dans I plusieurs also was pays. requested to speak a bit about how, Et on m'a demandé for également example, de the civil society parler could contribute in all this. du And rôle de la I think société civile. our role as Et civil pour society moi, is le rôle de mostly la société civile monitoring, but est also do a surtout lot pour of faire le suivi, influencing. And what we mais also également de faire do du is plaidoyer what we call to amplify et citizen voice. And I think amplifier la through all this, voix we can des contribute citoyens. Et and grâce à shape reform ceci, processes nous that are really pouvons avoir un progressive, impact sur that are les inclusive, réformes that are politiques people-centered. pour que ce soit plus We've seen this progressive et happen in a centré number sur les of personnes. Nous le countries. voyons dans un nombre de I was pays. thinking about cases like Je what just happened pensais the à other ce qui time vient de se in Kenya, passer where au people really Kenya, felt où les personnes ont vraiment eu le that sentiment que the finance bill that was coming up was going to les have an bilatérales impact on their financières daily life.
allait avoir un spoke impact out. sur leur vie Like those are the quotidienne et ils ont pris instances la where parole. Et ce sont des cas où people les personnes peuvent can vraiment push through and end up with fairer faire, fiscal avoir un policies impact et avoir des that politiques fiscales plus justes raise burden, especially the poor. qui And I enlèvent think les where the influence fardeaux need les work, plus vulnérables. advocacy work, but also more importantly, Donc citizen le travail education de and amplifying plaidoyer citizen est très voice important. Ce is what I travail think d'amplifier Missioner les voix des can do. citoyens, c'est là, je pense, And que nous pouvons for us in continuer Oxfam, à that's what we do. travailler avec la société civile. C'est l'objet We de have notre a number travail. of Au initiatives sein with the d'Oxfam, Oxfam nous avons partners lancé un that nombre really are working with d'initiatives avec nos governments, partenaires qui nous permettent de but travailler also local avec les gouvernements, populations mais to aussi ensure avec les that populations locales, the local population, pour youth, s'assurer women are que involved les jeunes, les femmes sont in, impliqués finance and budget dans discussions, les sujets de that financement, les they discussions look into autour okay how des tax expenditure financements et qui is being pourront aussi approached by donner the leur government. avis And I sur think with ces systèmes fiscaux, l'approche those du efforts, gouvernement we can concernant les support politiques fiscales. government Donc, nous institutions, appuyons les institutions, les gouvernements and especially having dans ce the local partners at the travail center of this pour to créer le come up lien with avec les more organisations locales progressive également pour tax arriver à and fiscal une approche policies. fiscale plus So I think progressiste, that's a plus bit about équitable. the position of especially Oxfam, but Donc, also c'est pourquoi many c'est notre of rôle our au partners sein d'Oxfam, mais aussi on avec nos this issue partenaires. of subsidies, Nous but also travaillons sur how ces as a civil society we can sujets contribute to make this much more fairer, especially à la in a way that création de politiques it plus speaks équitables, to the needs of the most puisque vulnerable. nous savons que cela permettra de répondre aux besoins de toute la population dans son ensemble, et en particulier les plus Merci défavorisés. beaucoup. Bien, nous arrivons à la conclusion, une conclusion pour une synthèse générale, avant d'aborder, éventuellement de répondre à plusieurs questions sur sur le chat. Donc, pour cette conclusion, ou cette première synthèse, je vais redonner la parole peut-être aux représentants des gouvernements africains. Monsieur Nkodia, ou vous souhaitez intervenir? Ou Monsieur Esdras? Et, bonsoir. En tout cas, je suis d'accord avec Monsieur Audas pour que le gouvernement ou les administrations fiscales puissent chercher à financer la protection sociale par les ressources propres parce que c'est un enjeu très, très important. Et je crois qu'au Tchad, depuis 2020, par exemple, le gouvernement a commencé à mettre en place, par exemple, la couverture santé universelle et la question du financement cette structure se posait. Et l'une des réformes qui a été faite à l'époque, c'était de viser plus les droits d'accise, par exemple. Donc, on a essayé de mettre en quelque sorte des niveaux de prélèvement au niveau des droits d'accise, comme ce sont des niveaux de consommation populaire élevés, pour essayer de financer un peu la couverture santé universelle, puisque l'accès généralement des couches vulnérables aux soins, à la santé, aux services sociaux de base est très, très difficile. Si le gouvernement procède par des subventions directes, là, il y a un impact très sérieux sur le budget de l'État. Donc, c'est de mobiliser mieux les ressources propres pour essayer de financer cette protection sociale. Deuxième élément, quand il parlait de la justice fiscale, et pour une bonne taxation, nous sommes d'accord également parce que la problématique actuelle pour nos administrations, c'est aussi mieux taxer en tout cas les sociétés multinationales qui parfois ne contribuent pas au juste impôt sur la question de la fraude et l'évasion fiscale internationale, par exemple, où les administrations fiscales ne sont pas, en tout cas, bien dotées d'outils pour mieux appréhender les ressources qui peuvent provenir, ce qui fait que avec le niveau de prélèvement que nous avons, nous ne pouvons pas faire face à cette situation. Donc, de plus en plus, il est question de renforcer les moyens des administrations fiscales pour mieux appréhender les ressources des sociétés qui essayent en quelque sorte de transférer des bénéfices dans des endroits où la taxation est faible et qui réduit en quelque sorte la marge de manœuvre des États
à disposer des ressources supplémentaires pour financer la protection sociale. Donc, voilà les éléments qui sont importants pour que nos États prennent en charge, en tout cas par des moyens propres, la question de la protection sociale pour essayer de ne pas, en tout cas, peser sur le budget de l'État en faisant recours à d'autres moyens. Et la question revient également sur continuer à rationaliser les dépenses fiscales. Il faut plus les rationaliser pour essayer de dégager des marges importantes. C'est vrai qu'il faut concilier la nécessité de l'investissement avec, en quelque sorte, les recettes. Mais là également, c'est un choix qu'il faut faire, mais de manière rationnelle pour que les États aient plus de moyens à prendre en charge par eux-mêmes la question de la protection sociale. Voilà quelques éléments que je voudrais ajouter à la suite de l'intervention de M. Audas. Merci. Merci, merci, Monsieur Esdras. Monsieur Nkodia, un mot pour conclure? Vous êtes encore avec nous? Oui, à mon tour, je dirais je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est de dire que la mobilisation des ressources intérieures et la rationalisation des subventions, c'est vraiment ces deux éléments qui sont complémentaires. C'est le premier point. Mais le deuxième point également, quelles recommandations que l'on peut faire pour nos pays? Je pense que la première recommandation, c'est d'instaurer la transparence, la redevabilité et une évaluation rigoureuse des subventions publiques. Je pense que c'est un élément important pour rendre visible et compréhensible les dispositifs de subvention, mais surtout pour en quelque sorte faire adhérer les populations, la société civile dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de transparence, dans un domaine essentiel je dirais, pour l'atteinte des objectifs en matière de mobilisation des recettes, mais aussi de consolidation des finances publiques. C'est un élément important surtout lorsqu'on le met en phase des perspectives de l'économie mondiale actuelle qui sont très, très incertaines, avec notamment une diminution de l'aide publique, on en a parlé, une augmentation des coûts sur les marchés internationaux. Donc, il est important de renforcer la mobilisation des ressources internes, mais également de poursuivre tout le travail qui est fait en matière de rationalisation donc, des subventions et des dépenses fiscales. Merci, merci beaucoup, Monsieur Nkodia. Je me retourne vers nos collègues du Fonds monétaire. Mario, éventuellement, une synthèse, enfin une synthèse. Merci, Grégoire. Alors, comme synthèse, peut-être je vais passer quatre messages vraiment sur ce sujet. Le premier que j'ai déjà mentionné, les subventions peuvent avoir un effet indirect sur la fiscalité globale très important. Juste pour donner un exemple, récemment, le travail qu'on a fait sur la base de données globale sur les recettes fiscales ou les recettes fiscales et non fiscales montre qu'en fait, en moyenne, la recette non fiscale vaut environ 45% des recettes totales des gouvernements autour du monde, en moyenne. Donc, on a quasiment la moitié du budget qui vient de taxes, de parafiscalité. Euh, dans les pays avancés, c'est surtout les contributions sociales. Dans les pays émergents et les pays à faible revenu, les recettes pétrolières jouent un rôle important, mais on observe aussi une parafiscalité qui prend de l'ampleur. Une façon de lire ceci, c'est que la fiscalité générale, les quatre ou cinq grands impôts, ont du mal à être réformés d'une façon adéquate pour financer
le budget des gouvernements. Et dans ce sens-là, les subventions dans les prix qui faussent la fiscalité deviennent vraiment une solution, pas uniquement au fait qu'elles ne sont pas efficaces, mais aussi probablement une solution à un potentiel de réforme de la fiscalité générale. Le second point, dialogue avec le citoyen est très, très, très important. On a vu l'exemple du Kenya et du Liban en 2019 sur des taxes, par exemple, qui visent l'Internet ou des subventions qui ont été retirées d'une façon brusque et importante. Ces façons ne fonctionnent pas. Et le risque de renversement de la réforme devient très, très important. Donc, qu'est-ce que le dialogue veut dire? Ben, comme on a dit tout à l'heure et Delphine l'a mentionné, ben, il faut comprendre les conséquences. Il faut vraiment expliquer aux citoyens les conséquences et les alternatives. Donc, quelles sont les conséquences de subventionner par les prix et comment on peut faire mieux si ces subventions sont graduellement retirées dans le temps. Euh, et d'une façon globale, on est vraiment dans une situation, dans un pays, par exemple, qui a énormément de ces subventions. Il faut taxer par ailleurs. Donc, il faut que le budget être financé. Et les taxes que dont ces pays disposent sont typiquement des taxes généralement parlant, régressive. C'est-à-dire, les pays vont avoir recours, par exemple, à une augmentation du taux de la TVA ou à des accises nouvelles. Et là, on est vraiment dans des aberrations, comme par exemple la taxation du sucre, des boissons sucrées, mais la subvention de la farine ou du pain qui contient aussi beaucoup de sucre. Et ces contradictions deviennent de plus en plus apparentes dans la conduite de la politique fiscale. Euh, le message aussi important, c'est que aider les ménages à faible revenu et subventions sont pas vraiment synonymes. On n'a pas vraiment besoin de faire croire à la population que la seule façon d'aider les faibles revenus, c'est par des subventions indirectes. Ce débat, il faut qu'il change un petit peu vers des méthodes, vers une explication plus réaliste du problème et des politiques et des politiques dont les gouvernements disposent pour aider les pauvres. Et j'ose dire ici que les technologies nouvelles et un peu moins, un peu anciennes, comme on sait maintenant dans beaucoup de pays, peuvent être utilisées vraiment pour mieux cibler. Donc, ça peut être des cartes bancaires, ça peut être euh, plusieurs façons de faire, comme on l'a fait en Égypte, comme on fait en Amérique latine, plusieurs façons de faire selon la technologie qui est disponible. Delphine, je crois, pourrait dire un peu plus sur ce sujet. Donc, il y a vraiment des méthodes pour peut-être pas passer à la meilleure politique qu'on voudrait faire, mais au moins à quelque chose qui est moins coûteux que les subventions dans les prix. Donc, je m'arrête là. Merci, Grégoire. Merci Mario. Delphine? Oui, merci beaucoup. Alors, je vais faire une synthèse de la synthèse, hein. En condensant les 4 messages en 2 messages, je crois que le premier message, c'est vraiment à retenir ici, c'est que les politiques de subvention, si elles sont mises en œuvre, ne sont absolument pas soutenables compte tenu des distorsions qu'elles engendrent. Et c'est des distorsions vraiment fondamentales. Euh, et au-delà des distorsions, comme Mario vient de le mentionner, ça n'atteint en général que très rarement les objectifs qui sont fixés. Je reprends l'idée de soutien aux populations pauvres via des politiques de prix, par exemple, fixes au carburant à la pompe. Ce qu'on observe dans bien des pays, et j'ai eu l'occasion d'aller dans un grand nombre de pays africains notamment, c'est que les populations pauvres, elles bénéficient pas des prix fixes en général. Ce qui se passe, c'est que les distorsions font que les chaînes
d'approvisionnement sont complètement distordus et inefficaces, on arrive à des rationnements. Qui est-ce qui en paye le prix le plus souvent? C'est les populations pauvres. Elles n'ont simplement pas accès au carburant dont elles auraient besoin par ailleurs pour leurs petites activités. Et si elles y ont accès sur un marché noir. Et en général, les prix au marché noir sont beaucoup plus élevés que les prix officiels qui sont fixés. Donc, ces subventions ne sont pas une politique de soutien ni à l'économie ni aux populations soutenable. Le deuxième message de synthèse, c'est que c'est réformable. Ça existe des pays qui ont fait ça et qui ont graduellement, certes, mais qui ont réussi à transformer des systèmes relativement importants de subventions au prix à la fois alimentaire et aux énergies, qui ont graduellement basculé de ces subventions à des systèmes de filets sociaux plus ciblés et qui atteignaient des objectifs à la fois économiques et sociaux bien meilleurs. C'est possible, ça demande une volonté de politique publique. Et je vois dans le chat un certain nombre de questions sur l'aide directe en monétaire, des transferts monétaires. C'est aussi ce que Audace Kwebimana a mentionné. Les gouvernements peuvent mettre en place très très rapidement des transferts monétaires ciblés. Le Togo l'a fait pendant le Covid face justement à un besoin de servir sa population qu'il ne servait pas auparavant. Il l'a fait quasiment en quelques mois. Donc, ce que je veux dire par là, et ce sera mon mot de la fin, c'est que quand on veut réformer des subventions, c'est possible. Voilà. Et on a plusieurs exemples. Et d'ailleurs, je pense que le Tchad et le Congo, la République du Congo peuvent aussi en parler. Merci. Merci Delphine. Je vois que Paul Moreno, qui est le conseiller du Trésor, nous a rejoint. Vous voulez intervenir également pour conclure, pour vous synthétiser? Non, pas du tout. OK. Je vais reprendre quelques questions du chat avant de vous libérer, hein. On a eu pas mal de questions, bon, relatives aux dépenses fiscales. Par exemple, il y avait une question, est-ce qu'il y a un niveau optimal des dépenses fiscales rapportées au PIB? Mario? Mario, tu te sens de répondre? Euh, oui, alors, je dirais, je veux dire, si on suit les principes de, d'une fiscalité neutre, relativement efficace et équitable, qui finance un ratio quelconque de dépenses publiques, je dirais que euh, en principe, il n'y a pas vraiment le niveau optimal de dépenses fiscales est zéro. Maintenant, il reste la question suivante. Est-ce que certaines activités à externalités positives, comme par exemple la recherche et développement, euh, peuvent être aidées par une subvention directe ou indirecte? Ça, c'est une question qui peut se poser. Dans des pays à fiscalité très élevée, on finance en général la recherche et développement par une réduction de cette fiscalité. Donc, par exemple, le crédit d'impôt en France pour la recherche et développement essentiellement cherche à abaisser les coûts de travail dans le domaine de la recherche et développement, parce que le coût de travail est très, très élevé à cause de la fiscalité. Donc, ça, c'est des questions, je dirais, marginale qu'on peut débattre, mais toute dépense fiscale doit répondre à deux questions principales. Est-ce que c'est la meilleure façon d'aider l'activité qu'on vise? Est-ce que la fiscalité est, ou est-ce que ça doit être le budget? La discussion aujourd'hui parle par exemple de l'aide aux pauvres. Et je crois que le message est que le budget de la dépense doit être vraiment la façon d'aider les pauvres et non pas la fiscalité. Et deux, si on conclut que la fiscalité est la façon de faire, ben, est-ce que le bénéfice vaut le coup?
Et donc ça, c'est un test de second ordre, mais c'est pas le seul, hein. Il faut vraiment se mettre d'accord avant si le fisc est l'instrument adéquat pour encourager ou aider certaines activités. Merci. J'ai une question assez générale qui est arrivée tôt dans le chat pour Oxfam, pour Monsieur Kubui Mana et aussi Antoine Nkodioa Sikassa Esdras. C'est pourquoi les dirigeants en Afrique refusent de taxer les riches dans leur pays? Question. Je ne sais pas si j'ai une réponse, peut-être Esdras peut nous aider, mais, mais je pense que c'est aussi une question de gouvernance, parce que ça va de pair avec la qualité de la gouvernance en place. Je pense que donc, aussi, avec le temps, avec la gouvernance qui se fixe au niveau du continent, je pense qu'on va y arriver. Mais je trouve ça comme une question de gouvernance, un problème de gouvernance qui fait on n'arrive pas à faire ça. Et des fois, je dirais aussi qu'il y a aussi des aspects de corruption qu'il faut que bien sûr, les plus riches sont aussi ceux qui possèdent le pouvoir et peut-être ou qui peuvent influencer les politiques à leur faveur. Mais peut-être que Silas ou Antoine peuvent aussi me compléter. Ok, merci. Par rapport à, à cette question, c'est pas très évident, mais déjà dans notre environnement, qui est riche et qui ne l'est pas, la question reste entière. Mais déjà, il y a deux pistes, hein. La piste locale, depuis quelques années, nous sommes en train de réfléchir sur la taxation du foncier, par exemple. Si vous observez bien dans nos grandes villes, dans le pays, vous allez observer que, en termes d'inégalité, vous voyez que le foncier reste, en tout cas, sous-taxé. Et si vous regardez bien l'architecture du foncier, c'est-à-dire que c'est là où apparaît la question des riches, c'est-à-dire que qui détient en quelque sorte l'essentiel du foncier, par exemple. C'est là où vous vous rendez compte que si on est les quartiers, il y a quand même une différence. Donc, à ce moment, on peut se poser la question, si on veut réellement taxer ceux qui ont des revenus élevés, ça serait plus dans le foncier. Je crois que dans la sous-région, la nouvelle réflexion sur la politique fiscale dans ce domaine-là se pose déjà. Le Cameroun a commencé récemment avec la taxation des particuliers. Je crois que les autres pays également de la CEMAC ont voulu embaucher le pas. Mais nous sommes en train de réfléchir quelle taxation, en tout cas pertinente, par rapport à ce secteur qui, tout à l'heure, on parlait de la question également de la gouvernance. Il fallait avoir l'adhésion, en tout cas, d'une volonté politique forte, mais également associer la société civile pour mener ce combat. Et le deuxième aspect pour la taxation des riches, pour nous, c'est toute la question de la fraude internationale, avec déjà en tout cas des multinationales qui ne contribuent pas vraiment à la hauteur de ce qu'elles doivent au budget de l'État et toute la problématique des prix de transfert, euh, de transfert de bénéfices à l'étranger. Mais il y a une autre piste qui est ce qu'on appelle le gros informel. Nous avons dans nos pays, si vous regardez les données de la douane, par exemple, il y a de gros importateurs qui se chiffrent à des milliards, mais qui ne figurent pas forcément dans le fichier de l'administration fiscale et qui ne sont pas vraiment taxés et qui ne contribuent pas, contrairement aux petits contribuables qui sont souvent, qui contribuent à leur manière. Donc, si on met ensemble ces trois pistes et qu'on met en place une politique fiscale très cohérente, je pense que la question de la taxation des riches, entre guillemets, peut faire, peut faire en tout cas bon ménage. C'est ce que moi j'entends ici, pas riche, hein, parce que de manière générale, quand vous regardez dans nos pays, c'est difficile déjà de cartographier les riches, les moyens, les pauvres, tout ça. Donc, en regardant de près en tant que fiscaliste, si on regarde ces trois domaines, on peut mieux asseoir une politique fiscale qui puisse réduire les inégalités et puis assurer la justice fiscale. Merci. Merci. Monsieur Nkodia, vous voulez
répondre sur ce domaine? Il y avait aussi une question qui vous Oui, concernait directement. sur cette question, je fais mienne, hein, effectivement, ce qui a été dit. Je voudrais juste ajouter deux choses. La première, c'est euh, l'introduction. Dans mon pays, on parle l'introduction du numéro d'identification unique. C'est-à-dire en fait de capter à travers un identifiant tous les contribuables potentiels, qu'ils soient riches ou pauvres. Je pense que c'est une réforme qui permet déjà au moins, de bien appréhender, la population qui doit payer l'impôt. Et deuxièmement, il y a aussi la digitalisation, c'est-à-dire de réduire au maximum tous les paiements en espèces. La deuxième chose et la troisième chose, mais je pense que c'est un vaste chantier. Mon collègue du Tchad en a parlé. Je crois il faut revoir également peut-être le mode de déclaration des revenus pour les personnes physiques. Est-ce que le mode actuel, est-ce qu'il contribue en quelque sorte à ce que toutes les classes aisées puissent déclarer volontairement leurs revenus? Je crois qu'il y a une réflexion aussi à mener de ce côté-là. Merci. Alors, j'ai une question pour Delphine sur comment peut-on mettre en place un système fiscal juste dans les pays où une bonne partie de la population est dans l'informel. On a travaillé ensemble récemment sur l'informel. Oui, merci. Et puis, ça vient d'être abordé, hein, de toute façon, je crois, assez éloquente par le représentant du Tchad et le représentant du Congo. Lutter, entre guillemets, contre l'informel, c'est d'un côté, le côté recette, créer des bases taxables. Donc, ça veut dire les révéler aux autorités. Pour ça, il faut collecter un certain nombre d'informations sur des bases taxables potentielles. On l'a mentionné sur le foncier, on l'a mentionné sur le chiffre d'affaires des compagnies internationales intervenant dans les pays, les revenus des ménages les plus pauvres pour lesquels on peut avoir un certain nombre de faisceaux d'indices. Ça peut être soit effectivement le foncier, mais ça peut être aussi un autre type de possession. Dans certains pays, et ça, on en a discuté très longuement aussi avec Grégoire, ça peut être aussi d'autres petites choses. On utilise le téléphone, c'est le nombre passé sur les téléphones, d'heures passées sur le téléphone. Qu'est-ce qu'on peut révéler comme base taxable? Il y a à la fois la base taxable qu'on révèle en sortant de l'informel. Pour ça, il faut créer de l'information et utiliser l'information qui est produite là où elle est produite. Il y a la douane, l'administration fiscale, etc. Et puis, côté dépenses, il y a, une fois qu'on a des bases taxables et des recettes, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il faut créer une base de dépenses, une base de secteurs ou de populations et de foyers pour lesquels on souhaite mettre en place des services publics. Ces services publics, c'est évidemment en priorité l'éducation, la santé, et puis des systèmes de protection sociale. Donc, l'informel, ça empêche d'avoir des bases taxables et ça empêche d'avoir des bases de dépenses. Pour les bases de dépenses, il y a exactement ce qu'a dit M. Kodia de la République du Congo, il y a le fait de mettre en œuvre des systèmes d'identification uniques. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, c'est pas le problème. On rentre dans une base d'identification avec un numéro de carte nationale d'identité et on est connu. Et à ça peuvent être connectées un certain nombre de choses, des informations sur le niveau de revenus, le niveau de ressources d'un ménage, des informations sur le travail, où est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on a un emploi formel, informel, combien d'heures on travaille, etc. Donc ça, c'est des informations qu'on peut faire. Le sujet ici,
c'est comment on arrive à rendre ça acceptable, à rendre la révélation de l'information acceptable. Et pour ça, je crois que les gouvernements, c'est exactement comme quand on réfléchit à réformer les subventions aux énergies. Il faut que les gouvernements, en même temps qu'ils demandent de l'information qui est de l'information privée, que les individus n'ont pas forcément envie de révéler, aussi souvent par manque, par défiance des gouvernements, il faut que les gouvernements prouvent en même temps qu'il y a un service en face. Il y a un service de simplification de l'aide qui est dispensée. Pour les contribuables, il y a le fait que, une fois que j'ai payé mes impôts, ben, je suis assurée qu'il n'y a personne d'autre qui va me demander de l'argent autour, une agence X, une agence Y. Monsieur du Tchad a dit qu'il y avait un certain nombre d'agences qui avaient des pouvoirs comme ça et qui pouvaient dire ben, toi, tu es exempté, toi, tu n'es pas exempté. Si j'ai payé mes impôts et que j'ai bien voulu révéler mes informations, le gouvernement doit m'assurer ça. De la même manière, j'ai bien voulu dire combien j'avais dans mon ménage, et ben, si je suis éligible à une aide sociale, il faut que je la reçoive. Donc, il faut vraiment faire la preuve de concept que sortir de l'informalité en révélant de l'information, eh bien, ça paye, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est au gouvernement de le prouver, j'ai envie de dire. Merci, merci Delphine. Bien, on arrive à l'échéance. Il est 16h32, donc on a un petit peu de retard. Je vous remercie. Je remercie tous les panélistes pour leur participation et les 120, 130 spectateurs. Merci. Ce webinaire est maintenant terminé. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, merci. Au Merci à revoir, vous. merci, au revoir.